Salut les amis, Et bonsoir à tous. on continue les gars la série des awards des 5 grands championnats. Aujourd'hui on s'attaque à la Liga, c'est parti. Les amis, je vous affiche tout de suite sous les yeux mes awards de Liga. Les voici, les voilà. 5 catégories, comme d'habitude. Un club qui revient pas mal. Je vais commencer avec la catégorie du meilleur joueur. Pour moi, c'est le Brésilien Rafinha. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion sur l'ensemble de la saison. Il a été impérial du début à la fin. Il marque dans des matchs très importants. Et si on va voir l'angle statistique, qui est vraiment très frappant quand on parle de Rafinha, je pense que derrière Mohamed Salah, c'est sûrement le joueur le plus impressionnant sur cette saison 24-25. Voilà, 18 buts, 9 passes D en Liga, c'est ce qui se fait de mieux. Aussi dans son apport dans le jeu, comme j'ai dit, il a cette espèce de grinta qu'ont les Sud-Américains, il marque dans les matchs clutch. Et je dirais aussi la courbe de progression, c'est vraiment pas le joueur qu'on attendait là, il était même fortement pressenti pour un départ l'été dernier. En Arabie Saoudite, ouais. C'est ça, exactement, il a décidé de rester, grand bien lui en a fait, il a même prolongé au Barça maintenant et je pense qu'il a quelques belles années devant lui, avec un nouveau statut d'un des meilleurs joueurs du monde, clairement. Ouais, et il a été élu officiellement aussi, meilleur joueur de Liga, donc ouais, clairement il est passé dans une autre dimension, hein. Il fait partie un peu de ces joueurs, un peu à l'image d'un Ousmane Dembélé, qui... un ailier un peu moqué comme ça, surtout saison dernière, etc. Un ailier où on savait qu'il avait du potentiel. Un peu, vraiment, Ousmane Dembélé et lui, c'est les mêmes trajectoires. Et cette saison, il explose complètement au point d'être dans le débat du Ballon d'Or. Un peu moins que Dembélé, mais tout de même. Donc ouais, complètement meilleur joueur de Liga, je l'accepte complètement. Mais je vais te laisser aller sur ton pire flop, et là ça m'intéresse pour là pour le coup. Un autre Brésilien, et je prends des risques. Ouais. Vinicius, voilà. Parce que, encore une fois, moi je reviens sur la définition du flop, on parle pas là d'un mauvais joueur, loin de là. Mais Vinicius, l'année passée, on en parlait comme le candidat numéro 1 au Ballon d'Or. C'était pour beaucoup, dont je faisais partie, le meilleur joueur du monde. Ouais. Et cette année, et surtout depuis la perte de son Ballon d'Or, c'est pas loin du catastrophique. C'est vrai. 11 buts en Liga, c'est moyen, on va dire. Mais moi, je vais surtout dire qu'en fait, qu'est-ce qui me fait le mettre pire flop, c'est qu'il était parti comme il avait commencé, Vini, enfin comme il était sur la dernière tendance de ces dernières années, donc le patron du Real Madrid. Ouais. Sauf que en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu la perte de son Ballon d'Or, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup affecté, et il y a eu aussi l'intégration de Kylian Mbappé. Même si on en revient forcément là. En fait, Mbappé au début de saison, quand c'était compliqué pour lui, Vinicius performait. Il met triplé contre Dortmund, il claque aussi un triplé en Liga. Et là, j'ai regardé la stat, il a mis combien de buts tu penses en Liga depuis novembre dernier? Donc les 6 derniers mois. S'il en a 11 sur la saison, je pense qu'il doit être, depuis novembre, il a dû en mettre 5. Il en a mis 3. 3, ok. 3 sur les 6 derniers mois. Ouais. C'est très peu pour un joueur de sa trempe et c'est pour ça que je pense que il mérite quand même ce titre de pire flop de la saison. J'ai pensé à d'autres, j'ai pas mal hésité aussi avec Griezmann. Ouais. Parce que lui, c'était quand même le leader offensif de l'Atlético Madrid depuis plusieurs années. 8 buts pour Griezmann, c'est peu en Liga. Il a été un petit peu supplanté par Alvarez et Sorloth en fin de saison, qui finit très fort. Donc voilà, quelques gros joueurs qui ont un peu moins bien performé, voire beaucoup moins. Pour Vinicius, je trouve qu'à l'accoutumée, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va se relancer, Vinicius. C'est un top joueur. Je pense que voilà, je ne remets pas en doute la qualité du joueur, mais on sent que cette année, il a pris un gros coup sur la tête. Les scandales médiatiques aussi qui l'entourent toujours. Donc voilà, faudra retrouver un environnement sain, mais pour moi, saison très compliquée pour le Brésilien. Ouais, je suis complètement d'accord pour le coup. Il est loin des standards Ballon d'Or qu'il avait imposés l'année passée. Puis au-delà, même hors des stats en fait, juste dans le jeu, on le reconnaît plus. Il est plus autant percutant. Moi, je pense que l'arrivée d'Mbappé en est pour beaucoup. Ça a quand même modifié cet équilibre qu'ils avaient au Real l'année passée avec Bellingham. Bellingham a vraiment ce rôle de tueur devant le but, de liant entre vraiment le milieu et l'attaque. Il était dans un rôle de faux neuf. On a même entendu le terme faux 10 qui n'existait même pas jusqu'à maintenant. Genre, voilà. Et Vini qui était vraiment là pour déstabiliser le bloc adverse. Mbappé est venu un peu, disons, déséquilibrer tout ça. On sait que c'est un joueur déséquilibrant, hein. Tu l'as souvent dit en vidéo aussi. Donc voilà, pas forcément de sa faute à lui, mais des dirigeants madrilènes qui n'ont pas su se préparer à cela, donc ouais, complètement. Et j'aime beaucoup ta surprise, pour le coup, pour la prochaine catégorie. C'est un autre madrilène, et vraiment un revivant, pour le coup. Parce que Isco, quel joueur de foot c'était, à son prime, au Real Madrid, là, 2019, tout ça, enfin, c'est très très grand joueur, et malheureusement, il a disparu des radars, vraiment, depuis quelques saisons, et c'est bien relancé au Real Betis, c'est très très bien relancé. Si on va voir, alors non seulement ses stats, je pense qu'elles sont pas mal.
Voilà, Isco, il a retrouvé d'ailleurs aussi la sélection espagnole. Ouais, on l'a vu jouer hier. On l'a vu jouer hier pour la finale de la Ligue des Nations. Malheureusement, il l'a perdu, mais on voit que d'ailleurs, il a fait plutôt une bonne rentrée, j'ai trouvé. Voilà, 9 buts, 8 passes D, c'est vraiment un bon bilan statistique. En 17 titularisations, c'est incroyable. Hein. Et pour un milieu de terrain offensif du Real Betis. Mais on voit que c'est un club où il fait bon revivre, je pense. Oui. Peut-être que t'as mis Anthony, je sais pas, on verra, mais en tout cas, il rentre un peu dans cette catégorie. Donc voilà, moi j'ai mis Isco. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement. Bah, en fait, c'est un peu à l'image du Betis. Hein. On sait que souvent, quand une équipe tourne bien, les joueurs sont sublimés, tu vois. Et le Betis, clairement, il finit 6ème. Ils vont en Europa League la saison prochaine. Clairement, quand on regarde leur équipe là, il n'y a pas beaucoup de top joueurs, hein, mais vraiment Isco et Anthony qui est arrivé du coup que cet hiver, mais Isco et Anthony, les deux ont remis sur pied vraiment cette équipe du Betis, avec notre bon vieux Ricardo Rodriguez. Il est là. Il est toujours là. Donc ouais, Isco complètement, et puis pour l'avoir vu jouer hier avec l'Espagne, alors on s'enregistre, la finale de la Ligue des Nations, malheureusement ils l'ont perdu. Il n'a pas tremblé sur son penalty d'ailleurs. Non, clairement, on voit que c'est un joueur qui a toujours du ballon. Hein. Il a entre guillemets que 33 ans, ce qui est pour un milieu technique, créatif, où il n'a pas besoin d'avoir des grosses qualités physiques, c'est encore très bien pour jouer. Donc ouais, il va retrouver le football européen l'année prochaine. Et puis à noter déjà qu'il va en finale de Conference League avec le Betis. Aussi, aussi, qui perdent malheureusement face à Chelsea. Bon voilà, après Chelsea et le Real Betis, ça joue pas dans la même cour à la base, quoi. Donc voilà, mais ouais, clairement, complètement d'accord avec cette catégorie de la plus grosse surprise de la saison en Liga, ouais. On passe sur le football IQ maintenant. Alors, moi, j'ai pensé à Pedri, forcément, mais j'ai décidé de solliciter son camarade, Frenkie de Jong, parce que, en fait, c'est le joueur où on en parle vraiment pas beaucoup, je trouve. Un peu pareil que Isco, dans une moindre mesure, les blessures, lui aussi, l'ont fait un peu disparaître des écrans sur les dernières années. On sait quand il est arrivé au Barça, c'était vraiment recrue star de l'Ajax, machin. Il avait un peu disparu, et là maintenant il se relance très très fort cette saison. Moi je l'ai trouvé très impressionnant, et c'est toujours les qualités qu'on lui connaît, Frenkie de Jong. L'intelligence de jeu, le geste juste, il en fait jamais trop, très très bon balle au pied, voilà, la qualité de passe, la qualité aussi de tout simplement balle au pied, de casser des lignes. En fait, c'est un peu très complémentaire par rapport à Pedri. Ouais, c'est vraiment l'image du Barça. Hein. Comme je l'ai dit avant, quand les collectifs revivent, les joueurs revivent. Pareil, Pedri, ces dernières saisons, on n'en parlait plus comme un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il était souvent blessé, c'est un peu comme De Jong en fait. Et oui, maintenant que le Barça, sauf Flick, a revécu une saison dans ses standards d'il y a 10 ans, ouais, clairement leur milieu de terrain, Pedri, Frenkie là, devant la défense, clairement ça a fait mal. Et ouais, je sais que t'aimes bien Frenkie, tu m'en parles souvent. Donc, j'ai eu la chance de le voir jouer cette année, et il m'a plus impressionné que Pedri. Et en fait, il me fait un peu penser, par exemple, au tonton de la Liga en la matière, c'est Luka Modric. On aurait pu le mettre encore, parce que voilà, même à son grand âge, pour sa dernière saison Real, c'était encore quelque chose. Enfin voilà, niveau QI foot, je pense qu'on fait difficilement mieux. La Liga a quand même beaucoup de joueurs comme ça, franchement, des milieux de terrain talentueux. Ils en ont toujours eu, ils en auront certainement encore des nouveaux. Mais voilà, pour moi, c'est Frenkie. Et si on termine par le meilleur dribbleur... Forcément. Y a-t-il vraiment discussion? Voilà, Lamine Yamal, certainement le meilleur dribbleur au monde. Y a pas trop photo. Je pense que si on va voir un peu son radar FBRF. Ouais, le talent de ce joueur, le talent de dribble, voilà, on sait, on est au cœur du débat en ce moment avec le Ballon d'Or. Est-ce que le joueur, on sait que c'est le meilleur du monde, est-ce que pour autant il mérite le Ballon d'Or, etc. C'est un débat qui est souvent décrié, mais voilà. 99e centième en dribble, et bon, on peut vous le dire, c'est le meilleur dribbleur d'Europe en termes de nombre et de très long, j'ai vu, parce que ça avait souvent fait la comparaison avec d'autres très grands dribbleurs, comme Désiré Doué, comme Michael Olise. Et en termes de dribble, c'est encore vraiment un step au-dessus. Voilà, au niveau des contributions offensives, but, passe D, c'est peut-être pas encore forcément du niveau des tout meilleurs joueurs du monde, mais en tout cas, en termes de dribble, Lamine Yamal, c'est ce qui se fait de mieux en Liga et dans le monde entier. Donc pour moi, c'était vraiment catégorie très simple à répondre. Je vais te laisser passer sur tes awards. Je vais passer sur mes awards du coup. Ça tombe bien parce qu'on a quelques joueurs différents du coup. Tant mieux. Donc voilà, je vous les affiche maintenant. Alors, meilleur joueur, forcément, Rafinha, on en a déjà parlé. Le gars sort une saison all-time de sa carrière, quoi. C'est la meilleure saison qu'il a jamais produit. On le connaissait comme un modeste joueur de Leeds. Ensuite, on sait qu'il a fait sa formation à Rennes également. Mais Rafinha, clairement, cette saison, il a passé ce step. Dommage qu'il finisse pas autant bien qu'il ait commencé.
je pense qu'il aurait été bien plus élevé dans la course au Ballon d'Or cette saison. On sait que début de saison, il marquait à tous les matchs, etc. Il était bien plus en vue qu'Yamal. Yamal, par exemple, en février, en mars, il avait que 3 buts en Liga. Je pense que première partie de saison, Yamal, on le mettait pas autant haut que Rafinha. Ouais, mais moi je mettrais plus à ce moment-là. Pour moi, c'est plus du ressort de la bonne forme de Yamal à la fin, de l'excellente forme, bien sûr, plutôt que d'une méforme de Rafinha. Rafinha, je trouve qu'il a été méga régulier toute la saison. Ouais, mais c'est juste que Yamal, sur la fin de saison, il a enjoué tout le monde avec son football. C'est pour ça qu'il a fait un peu d'ombre. Je trouve quand même que Rafinha a quand même. On sait que par exemple contre le Real, il met 2 buts, mais il rate un but vide sur un extérieur de Yamal. Par exemple, il y a eu pas mal d'occasions comme ça où il a beaucoup raté, malgré le fait qu'il ait énormément marqué également. Donc voilà, Rafinha, parce que aussi il a été élu meilleur joueur officiellement de Liga, donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. J'ai mis un joueur du Real en pire flop, Camavinga, il m'a pas mal déçu. Et honnêtement, c'est pas que de cette saison. Je pense, cette saison, bon, déjà, il a pas joué énormément en titulaire. Il y a quelques fois où il était blessé, certes, mais c'était vraiment compliqué. Il y avait Valverde au milieu. Modric n'était pas non plus un titulaire. On sait que son compatriote Tchouaméni a joué des fois défenseur central. Voilà, il a joué que 11 fois titulaire. 19 apparitions en Liga. Pour 1 but et 2 passes décisives. Après, c'est pas son rôle, hein. On est d'accord, on s'entend là-dessus. Mais pour un joueur arrivé du Stade Rennais, c'est quand même assez cher, hein. C'était peut-être 50 millions, il me semble, au moment où il arrive. Ouais, et puis il me semble que cette année, il a quand même été mis dans des bonnes dispositions. Ça veut dire que quand il jouait vraiment au milieu de terrain, pour le coup. Oui, pas trop latéral gauche, comme il était baladé à l'époque. Et puis, moi, je me souviens surtout au moment où il arrive, 2021, la saison d'après, 2022-2023, c'était un titulaire. On en parlait comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Voilà, Camavinga, il nous avait habitués à des standards plus élevés que 11 titularisations sur une saison complète de Liga. Encore une fois, on en revient à la méforme globale du Real Madrid cette saison dans le jeu, qui n'a pas fait briller les joueurs du Real. Il joue à 4 attaquants maintenant, il plus que 2 milieux de terrain, donc ça fait quand même une place en moins, quoi. Ils sont exposés, les milieux de terrain aussi défensivement, du coup ils doivent beaucoup plus courir. Mais voilà, Camavinga, franchement au Real, il y a peu de joueurs où on peut dire qu'ils ont réussi leur saison. Il y a peut-être Valverde, peut-être on peut dire Raúl Asensio, mais sinon, franchement, voilà, j'aurais pu mettre un peu n'importe quel joueur du Real, hein. Rodrigo, c'est un peu la même histoire, mais voilà. Mbappé, statistiquement, mais voilà. Ouais, on va pas épiloguer sur pour le fait qu'il soit Pichichi, je me voyais mal le mettre en plus gros flop de Liga quand même, ça aurait été un peu dur, je pense. Mais du coup, Camavinga, pire flop, et là ça me fait plaisir, parce qu'on a mis les 2 joueurs du Betis. La surprise, Anthony, moi je trouve que c'est encore plus une surprise que Isco, parce que Isco on le connaissait quand même comme un sacré joueur de foot, et il refait surface maintenant, c'est pour ça que c'est une surprise, alors qu'Anthony franchement, il revient d'entre les morts quoi. Enfin clairement, le gars à United... Après, il revient surtout de United. Ouais, alors ça c'est vrai que ça devrait suffire de dire ça, mais... Combien de joueurs finalement, quand ils quitte United, en fait, on se rend compte, ah bah tiens, c'est des bons joueurs de foot. Ouais, clairement. Non, Anthony, étant donné que moi, c'est toujours un joueur que j'ai bien aimé, c'est vrai que parfois à United, il m'agaçait un peu. C'est un joueur frustrant. Il m'agaçait un peu parce que il était un peu dans cette mentalité un peu de Vini cette saison. Souvent, il râlait, voilà, je pense que c'est très frustrant de jouer à United aussi, on va pas se mentir. Et on voit, il arrive en 17 matchs, il est 7 fois décisif. Il y a aussi pas mal de contributions en Conference League. Donc un joueur où on l'a revu à son meilleur niveau, à son niveau de l'Ajax, où plusieurs fois il est rentré sur son pied gauche, il enroule des frappes pleines lucarnes. Le Betis, ça c'est l'Anthony qu'on aime bien, qu'on sait qu'il a de la qualité en percussion. Vraiment adoubé par les fans du Betis. Ouais, alors là pour le coup c'est clair. J'espère, je sais pas exactement où on met sa situation. J'espère qu'il pourra trouver une autre porte de sortie hors United. Hein, ma foi, j'espère comme ça que ça le fera pour lui, mais parce que si on regarde là franchement, cette saison à United, il dispute que 14 matchs en 6 mois. Il marque un but. Ouais, extra très compliqué, hein, franchement. C'était compliqué aussi. Ouais, il arrive au Betis, il est disons décisif plus d'une fois tous les 2 matchs, 14 fois en 26 matchs, franchement il revient de loin, hein, ce joueur, et puis j'avais envie de le récompenser, parce que c'est souvent un joueur qui a été aussi, au-delà de ses performances sportives, beaucoup critiqué et moqué. On se souvient de son entrée avec son regard perçant là à United, ça s'est beaucoup foutu de sa gueule, et puis là on a revu un joueur sérieux qui amenait un vrai plus offensivement à son équipe, donc voilà. Anthony, la surprise, Football IQ, je suis très content que t'aies mis De Jong, parce que du coup j'ai mis Pedri. Pedri,
j'ai pas besoin d'extrapoler beaucoup, hein, on sait que c'est un joueur, c'est vraiment sa qualité première avec la qualité technique. Vraiment le football IQ, la vista, l'intelligence de jeu. C'est pas un joueur grand, c'est pas un joueur physique, c'est pas un joueur rapide, mais il perd jamais la balle. C'est la Rigen d'Iniesta. Hein, ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment ce milieu espagnol, comme j'en parlais avant. Ouais. Petit, bas sur les appuis techniques, qui sait tout faire avec un ballon et qui colle très bien au principe de jeu qu'on enseigne à la Masia et qu'on retranscrit après même avec l'équipe nationale espagnole. Capable aussi de marquer, capable de passer. On a vu son but contre la France. Hein. Du contrôle, L2 pigeon, il va chercher Yamal, il fait l'appel. Enfin, il va chercher Nico, il fait l'appel. Ensuite, le contrôle encore pour s'ouvrir un angle de frappe et le petit lob au-dessus de Maignan. Ouais, non, franchement exceptionnel, Pedri. Et puis, il a été aussi dans le débat à un moment donné, hein, jusqu'à avril. Ça en parlait comme le meilleur milieu de terrain du monde, etc. Ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, mais voilà, ça en parlait pour le BO, etc. Donc ouais, enfin, laissé tranquille par les blessures, je pense que c'est surtout ça qui lui a permis de se révéler au plus haut niveau, de retrouver sa forme de... c'était 2021 ou 2020, je sais pas, quand il joue les 90 matchs en une saison, il joue encore les JO après l'Euro avec l'Espagne. 2021 du coup, ouais. Là, après, il avait été très embêté avec les blessures, il avait jamais pu enchaîner une saison complète. Et là, peut-être avec l'éthique de travail d'un Hansi Flick aussi, ça lui permet de jouer une saison complète et on voit de nouveau le Pedri qu'on aime. Hein. Et puis meilleur dribbleur finalement, voilà, Lamine Yamal forcément, on en a déjà parlé tout à l'heure, 99e centile en dribble, dans les meilleurs dribbleurs, le meilleur dribbleur d'Europe et du monde, selon moi également. Il sort de son franchement, c'est le premier match où je l'ai vu un peu en dessous, hier soir à l'Euro enregistre contre le Portugal. C'est le premier match où vraiment j'ai senti un Lamine Yamal un peu moins fort. Mais sinon que des top classes, des masterclass, des top performances tout au long de la saison. Des buts, des passes décisives, des moments de génie où il dribble 3-4 joueurs, Di Marco s'en souvient. Donc ouais, meilleur dribbleur, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais Lamine Yamal, ouais, on sait que... Tu t'en parlais avant et tu disais il a peut-être encore moins buteur et passeur pour l'instant. Plus qu'il est encore bien plus dribbleur que le reste. Mais encore heureux, quoi, il a 17 ans. Donc, donc on verra ce que j'avais dit avec Yamal, c'est comment il va réussir à se développer, parce que ce joueur, il a 20 ans de carrière devant lui, quelle arme il va pouvoir rajouter vraiment à son arsenal. Donc voilà, ça peut être les coups de pied arrêtés, on l'a vu taper un penalty contre la France, on l'a vu tirer un coup franc, même hier dans le match. Donc voilà, comme tu dis, mais le dribble, c'est inné en lui. Ouais, ça, je pense que c'est clair. C'est clair. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo sur la Liga 2024-2025. On termine comme d'habitude avec la petite unpopular de fin de vidéo, c'est au tour de Robin. Alors je t'écoute. Alors, je vais dire que si je me base sur les 5 dernières années, peut-être que cette année-là, ça a inversé un peu la tendance avec le retour du Barça, et je pense que ça va du coup inverser la tendance pour les 5-10 prochaines années, mais sur les 5 dernières, début de la décennie 2020, je pense que la Bundesliga était un championnat plus compétitif que la Liga. Ok. Waouh. Non, ça c'est j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, on ouvre un débat intéressant, je trouve. C'est toujours intéressant de comparer les championnats entre tout ça. Et puis la Liga qui a quand même connu un petit downfall récemment, on va pas se mentir, comparé aux années 2010 où c'était clairement une dinguerie. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les amis, de nos awards et de l'unpopular de Robin. En attendant, on se retrouve très vite, demain, pour la vidéo sur la Ligue 1, on vous attend très nombreux. Pensez à lâcher un like, vous abonner, la famille, on est ensemble. Gros bisous à vous, bonne soirée, à la prochaine. Ciao.